Je voudrais vous parler d'un sujet que j'ai déjà abordé, mais qui me passionne. Tout ce qui est en astrologie me passionne, quelque part. C'est la question des maisons astrologiques et de l'origine de leur signification. Beaucoup d'astrologues, aujourd'hui, sont convaincus qu'il y a un lien très évident entre les 12 signes et les 12 maisons. Et donc, la maison 3 nous renseigne sur les Gémeaux nous renseignent sur la maison 3, etc. Une sorte d'interconnexion. J'ai déjà parlé de cet aspect des choses dans ce que j'appelle le syncrétisme astrologique qui permet d'avoir toujours plusieurs fers au feu. Mais ce n'est pas le sujet de mon exposé, c'est carrément la signification des maisons et montrer que l'origine des significations des maisons n'a rien à voir ni avec les signes zodiacaux, ni avec les planètes qui dominent les signes zodiacaux. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est déjà qu'il y a une distribution des planètes entre les maisons qui est différente de celle des distributions des planètes entre les signes. Je lis justement Etela, un passage d'Etela, de l'astrologie du livre de Thoth, que j'ai publié en 1993, un ouvrage qui date de 1785 pour sa part. Alors, je vois des planètes, c'est-à-dire où elles se plaisent. Voilà. Alors, le joie des planètes, en réalité, c'est en rapport avec les maisons. Bon, là, ça paraît un peu confus. Mais globalement, on dira que le Soleil est lié au Sagittaire, Mercure au Bélier. Enfin, le Soleil est lié à la maison 9. Bon, alors déjà, à cette époque-là, d'ailleurs, était là, apparemment, il fait le rapprochement entre la maison et le signe. Le Soleil au Sagittaire, Mercure au Bélier, Vénus au Lion, la Lune à l'écrevisse, c'est-à-dire au Cancer, Mars à la Vierge, Jupiter au Verseau et Saturne dans les Poissons. Donc c'est intéressant, parce que en fait, Etela anticipe en 1785 sur la démarche de l'astrologie actuelle. En réalité, on nous dit habituellement que le Soleil correspond à la maison 9, Mercure à la maison 1, Vénus à la maison 5, la Lune à la maison 4. À la maison 4. Alors, oui, alors là, il y a un petit problème, parce qu'en fin de compte, la Lune correspond aux Gémeaux, et non pas à l'écrevisse. Donc là, il s'est trompé. Mars à la maison 6, Jupiter à la maison 11, et Saturne à la maison 12. Donc effectivement, il y a une erreur de translation chez Etela. Alors, ce que je constate, c'est que ces maisons ont des noms. Et par exemple, le Soleil, la maison 9, elle s'appelle Dieu. Et la maison 3, elle s'appelle déesse. Et elles sont donc liées au Soleil et à la Lune. La Lune en 3, le Soleil en 9. Et en réalité, je pense que la vraie raison pour laquelle la maison 9 est associée à la religion, c'est le fait que le Soleil est en maison 9, en joie, et que cette maison s'appelle Dieu. Donc rien à voir avec le Sagittaire. Le rapport entre la Lune et la maison 3 est très peu connu en astrologie. Et après, c'est bien gentil, on nous dit la Lune a un rapport avec la maison 4. C'est-à-dire un peu la confusion qu'a fait Etela. En réalité, non. La Lune a un rapport avec la maison 3, elle est en joie dans la maison 3. La relier à la maison 4 parce que le Cancer est en rapport avec la quatrième maison, c'est déjà aller un peu loin. Voilà, donc ça c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que si on étudie le passage, parce qu'il y a un auteur que je n'ai pas encore signalé, que j'ai étudié, mais enfin je ne l'ai pas signalé récemment, c'est que j'ai également étudié Firmicus Maternus, la Mathésis. Et dans la Mathésis, il parle effectivement du système à 8 secteurs, ce que je n'ai pas trouvé d'ailleurs dans Manilius. Et
Peut-être que j'ai manqué ça. En tout cas, on le retrouve très, très clairement explicité dans la Mathésis, sauf que au chapitre suivant, il parle des 12 maisons. Donc il expose successivement les 8 maisons, les 12 maisons. Ce qui est intéressant, c'est que la maison 8 est la maison de la mort, dans le système de la Mathésis, et la maison 1 est la maison de la vie. On voit bien donc que, quelque part, c'est un système qui est en boucle. Effectivement, on termine le cycle avec la mort, la maison 8, et on redémarre un nouveau cycle avec la vie, qui est la maison 1. Donc ça, je crois que c'est assez clair. Maintenant, la maison, on a rajouté 4 maisons supplémentaires. La 9, la 10, la 11 et la 12. Alors, tout ça, il faut rester la chronologie, c'est assez compliqué. Parce que ce que je viens de dire tout à l'heure sur la maison 9, c'est déjà un système où on est déjà dans le débordement par rapport, on est déjà dans un système à 12. Donc il y a une sorte de solution de continuité entre tout ça. Tout comme il y a une solution de continuité entre les domiciles en double domicile, les domiciles qui correspondent chacun à 2 signes et qui ont été précédés d'un système où il y avait seulement un domicile, comme pour les égalisations, système dont on a perdu la trace et qu'on ne peut reconstituer que par le raisonnement, ce que j'ai fait d'ailleurs moi-même à différents moments. Qu'est-ce qu'on voit? On voit la maison 11, la maison des amis, et la maison 12, la maison des ennemis. En tout cas, on voit qu'il y a Jupiter, alors on voit que Jupiter, qui va être fortuné, domine la maison 11, et que Saturne, dans les joies, toujours, dans les fameuses joies, dont d'ailleurs Yves Lenoble nous a parlé récemment dans une conférence qu'il a donnée chez Kidigela, il nous a rappelé cela, c'est connu. Donc là, il n'a pas été jusque-là, là, effectivement, on a la maison 11 qui est favorable, les amis, et la maison 12 qui est défavorable. Donc finalement, voilà, c'est la raison. Donc ça n'a rien à voir avec le signe des poissons ou le Verseau. Hein. Ça n'a rien à voir. Simplement qu'on a voulu ajouter 4 maisons supplémentaires et que voilà. Donc de même que par exemple la maison 5 est une maison relativement favorable et elle est associée à la joie de Vénus. Et la maison 6 n'est pas très favorable. C'est celle des maladies, elle est associée à Mars. Donc il y a toute une logique de la signification des maisons qui est fonction de la théorie des joies des planètes et qui n'a strictement rien à voir avec le système des domiciles des planètes ou des égalisations, du zodiaque. Ce sont des systèmes parallèles. Ce sont des systèmes que les astronautes par la suite ont cru bon, les exégètes ont cru bon de reconnecter entre eux, mais qui sont parallèles et il ne faut pas tout brouiller, il ne faut pas tout embrouiller. Et à ce moment-là, je dirais, pour conclure, à moins que je trouve autre chose à dire, je dirais qu'il n'y a aucune raison d'opposer la maison 2 à la maison 8, hein, ou la maison 3 à la maison 9. Alors, on peut le faire d'une certaine manière, on l'a dit tout à l'heure, on peut opposer la maison 3 de la Lune à la maison 9 le Soleil, mais en même temps, ces systèmes, c'est un système qui s'est greffé par-dessus, mais en même temps, si on est dans un système à 8, eh bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas, c'est en fonction à 8 qu'il faut opposer les maisons dans un système à 8 et pas dans un système à 12. Voilà, donc là aussi, ce fameux histoire de Dax, voilà. Bon, ça a été rajouté par la suite, il y a des solutions de continuité qui ont été mises en place, mais ça n'a qu'une valeur très relative. En tout cas, était là, et ça je voudrais quand même qu'on rappelle cela, était là joue un rôle significatif dans l'histoire de l'astrologie. Là je vous sors un tableau, il a fait des tableaux comme ça, l'horloge planétaire, qui sont très, très jolis d'ailleurs, qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut acheter chez Très Daniel s'il en reste, ou sur Price Ministère. Ce sont des hors-textes qui sont vendus avec le bouquin. Et
était là, annonce qu'il va faire une renaissance de l'astrologie. Il écrit en 1785, il dit voilà, nous allons faire reparaître l'astrologie. Donc il ne faut pas oublier la renaissance étélienne de la fin du XVIIIe siècle. Il reconnaît lui-même que l'astrologie a beaucoup chuté, n'est-ce pas? Elle, voilà, l'astrologie, voilà, dira-t-on, l'astrologie qui veut reparaître, qui veut reparaître. Et pourquoi répondrons-nous, voulez-vous, qu'elle ne vienne pas nous visiter dans un siècle où plus que jamais les hommes sont en état de la juger? Donc, si vous voulez, elle va reparaître, il écrit ça. Donc il donne acte, effectivement, l'astrologie avait disparu. C'est cyclique. Quand elle reparaît, c'est quand elle est disparue. Alors, elle a disparu, disons, depuis un certain nombre de décennies à cette époque-là, peut-être un demi-siècle. Bon. Et elle va reparaître, et elle reparaît sous une forme un petit peu, quand même, un petit peu abâtardie, si on veut, dont on a parlé dans une précédente vidéo, c'est-à-dire sous la forme de tirages numérologiques, tarologiques, etc. Mais son savoir en tant que tel réapparaît. Grâce à Etela, on remet en circulation le savoir astrologique, les domiciles, les exaltations, les joies des planètes, les signes de feu, etc. Tout ça reparaît, mais à une sauce particulière qui n'est pas la sauce astronomie que nous connaissons aujourd'hui. Et ça permet de mettre en perspective la nouvelle renaissance qui va à nouveau être lancée à la fin du XIXe siècle, donc un siècle plus tard, où on nous dit à nouveau qu'il y a une renaissance de l'astrologie. Mais alors cette fois-ci, cette renaissance de l'astrologie, elle est directement articulée sur l'astronomie. Et non seulement sur l'astronomie, mais même sur... Alors, entre-temps, on a découvert, parce que bon, à l'époque de là, on venait de découvrir Uranus depuis 3-4 ans, bon... Entre-temps, on avait pu notamment Neptune en 1846, donc quelque part, il y a une espèce d'envolée de la dynamique astronomique sur laquelle l'astrologie veut se greffer, veut se brancher. C'est humain. Et donc, vers 1897, bon, la fameuse ouvrage de Fomalhaut, Magnétris, bon, où il annonce, il parle de ces nouvelles planètes qu'on va découvrir, même il annonce une planète qui va s'appeler Pluton, etc. Donc là, c'est une autre renaissance qui n'est plus articulée sur un tirage de tarot, parce que à cette époque-là, fin du XVIIIe siècle, apparemment, les gens qui veulent apprendre l'astrologie n'ont pas les connaissances qui leur permettent de faire des calculs. Ce sont souvent d'ailleurs des femmes qui ont pris le relais autour du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, à l'époque, on a la fameuse Mademoiselle Lenormand, et puis bien d'autres, bon, on ne viendra pas dessus. Et un siècle plus tard, on a le droit à des polytechniciens comme Chouinard, qui ont décidé de restaurer l'astrologie, mais sur des bases astronomiques très, très précises. Donc il y a eu plusieurs renaissances. Et d'ailleurs, à mon avis, d'ailleurs, on pourrait parler d'une renaissance de l'astrologie à la fin du XXe siècle. Ça, c'est mon avis, effectivement, ça n'engage que moi. Mais je pense que on a, après la renaissance étélienne, la renaissance chouinardienne, polytechnicienne, un siècle plus tard, eh bien, vers la fin, l'extrême fin du XXe siècle, on a une nouvelle renaissance de l'astrologie, dont je suis probablement un des fers de lance, je dis ça sans aucune fausse modestie, qui implique que l'astrologie, d'abord, elle se ressource sur les étoiles fixes, n'est-ce pas, qu'elle avait abandonnées complètement à la fin du XIXe siècle. On peut dire que Chouinard et toute la clique ne s'intéressent pas du tout aux étoiles fixes. Enfin, il y a des cas, bien sûr, je connais bien l'histoire de l'astrologie du XXe siècle, ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc, on peut penser qu'il y a une nouvelle renaissance, mais qui, elle, refuse carrément la référence aux nouvelles planètes, veut recentrer sur l'astrologie originelle,
avec un seul cycle, le cycle de Saturne, et puis 4 étoiles fixes royales. Donc c'est complètement différent. Donc on prend réellement, à la fin du XXe siècle, le contre-pied des règles qui ont été posées à la fin du XIXe siècle et également à la fin du XVIIIe siècle. Donc là, on peut parler d'une troisième renaissance, fin XVIIIe, fin XIXe, fin XXe siècle.